Imaginez un gratte-ciel géant, 100 étages, brillant, impressionnant, visible de partout. C'est l'économie chinoise, la deuxième plus grande du monde. Bientôt la première. Une croissance fulgurante. En 40 ans, la Chine est passée d'un pays pauvre à une superpuissance économique. Mais approchez-vous, regardez de plus près. Vous commencez à voir des fissures dans les murs, des étages entiers construits sur du vide, des fondations qui tremblent, des chiffres qui ne collent pas, des secrets soigneusement cachés. La Chine affiche 5% de croissance en 2025. Le gouvernement dit que tout va bien, que l'économie est solide, que le développement continue. Mais de plus en plus d'économistes posent des questions. Ils regardent les données, ils visitent le pays, et ils voient quelque chose qui ne correspond pas au discours officiel. Des villes fantômes avec des millions d'appartements vides, des entreprises zombies maintenues artificiellement en vie, des dettes colossales cachées dans des structures opaques, des statistiques manipulées pour atteindre les objectifs politiques, un secteur immobilier qui s'effondre en slow motion depuis 3 ans. La Chine est-elle vraiment le géant économique indestructible qu'elle prétend être ? Ou est-ce une façade qui cache une réalité beaucoup plus fragile ? Dans cette vidéo, vous allez découvrir les mystères cachés derrière les 3 piliers de l'économie chinoise. L'investissement, la consommation, les entreprises d'État. Vous allez comprendre comment fonctionne vraiment cette machine économique. Et surtout, vous allez voir pourquoi elle pourrait être beaucoup plus fragile qu'elle n'y paraît. Si cette question vous fascine, abonnez-vous à La Monnaie Souveraine. Chaque semaine, nous décryptons les mécanismes cachés des grandes puissances économiques mondiales. Pour comprendre les mystères de l'économie chinoise, il faut d'abord comprendre comment elle fonctionne. Quels sont ses piliers ? Il y en a 3 principaux. Premier pilier, l'investissement. Deuxième pilier, la consommation. Troisième pilier, les entreprises d'État. Regardons-les un par un. Premier pilier, l'investissement. Pendant 40 ans, la croissance chinoise a reposé massivement sur l'investissement. Construction d'infrastructures, routes, pontes, trains à grande vitesse, aéroports, ports, barrages. La Chine a construit plus en 20 ans que l'Occident en un siècle. Et surtout, l'immobilier. Des villes entières construites de toutes pièces, des millions d'appartements, des complexes résidentiels gigantesques. L'immobilier représente environ 25% du PIB chinois. C'est énorme, beaucoup plus que dans les autres pays développés. Pourquoi autant d'investissements ? Parce que le modèle chinois a longtemps été celui-ci. Le gouvernement fixe un objectif de croissance, disons 7%. Si la croissance ralentit, le gouvernement lance de grands projets d'infrastructure pour la relancer. Ça crée de l'emploi. La consommation. Dans une économie saine et développée, la consommation des ménages représente environ 60% à 70% du PIB. C'est le cas aux États-Unis, en Europe, au Japon. En Chine, la consommation représente seulement 40% du PIB. C'est très faible. Pourquoi ? Parce que les ménages chinois épargnent beaucoup, entre 30% et 40% de leurs revenus. Pourquoi épargnent-ils autant ? Par précaution. Parce que le système de protection sociale est faible, pas de sécurité sociale universelle, pas de retraite généreuse, des soins de santé chers. Donc, les gens mettent de l'argent de côté pour les coups durs. Le gouvernement chinois sait que c'est un problème. Depuis 15 ans, il dit qu'il veut rééquilibrer l'économie, réduire la dépendance à l'investissement, augmenter la part de la consommation, faire de la Chine une économie de consommation comme les pays développés. Mais c'est très difficile. Pourquoi ? Parce que pour que les ménages consomment plus, ils doivent se sentir en sécurité, avoir confiance dans l'avenir, avoir une bonne protection sociale, des retraites solides, des services publics de qualité. Or, le gouvernement chinois hésite à dépenser massivement dans la protection sociale. Ça coûte cher. Ça nécessite une réforme fiscale pour augmenter les impôts. Et politiquement, c'est compliqué. Résultat, la transition vers une économie de consommation est très lente. Trop lente. Et pendant ce temps, le pilier de l'investissement s'effrite. Troisième pilier, les entreprises d'État. En Chine, les entreprises d'État dominent les secteurs stratégiques. L'énergie, la finance, les télécommunications, les transports, l'acier, le ciment, la chimie. Ce sont des entreprises zombies, mortes économiquement, mais maintenues debout politiquement. Voilà les 3 piliers. L'investissement qui atteint ses limites, la consommation qui peine à décoller, les entreprises d'État qui sont inefficaces mais intouchables. Et maintenant, regardons les mystères cachés derrière chacun de ces piliers. Premier mystère, la fabrication du PIB. Comment la Chine affiche toujours la croissance qu'elle annonce ? Chaque année, le gouvernement chinois fixe un objectif. Si la Chine annonce 5% mais croît en réalité de 3%, ça change beaucoup de choses sur la trajectoire à long terme. Deuxième mystère, la dette cachée. Officiellement, la dette publique chinoise est d'environ 80% du PIB. C'est élevé mais gérable. Beaucoup de pays développés ont des dettes similaires ou supérieures. Mais cette statistique est trompeuse. Pourquoi ? Parce qu'elle ne compte que la dette du gouvernement central. Elle n'inclut pas les dettes des gouvernements locaux.
ni les dettes des entreprises d'État, ni les dettes des véhicules de financement locaux. Quand on additionne tout ça, la dette totale chinoise, publique et privée, dépasse 300% du PIB. C'est colossal. C'est plus que les États-Unis, plus que l'Europe. C'est un des ratios d'endettement les plus élevés au monde. Et une grande partie de cette dette est de mauvaise qualité. Des prêts à des entreprises zombies qui ne pourront jamais rembourser. Des prêts à des projets immobiliers qui ne trouveront jamais d'acheteurs. Des prêts à des infrastructures qui ne génèrent aucun revenu. Le système bancaire chinois est donc rempli de créances douteuses. Les banques font semblant que ces prêts sont bons. Elles ne les passent pas en perte. Elles les renouvellent constamment. Elles prêtent de l'argent frais pour permettre aux emprunteurs de rembourser les anciens prêts. C'est une forme de Ponzi bancaire. Pourquoi le système n'a-t-il pas encore explosé ? Parce que le gouvernement contrôle les banques. Il peut leur ordonner de continuer à prêter. Il peut leur injecter du capital si nécessaire. Il peut manipuler les règles comptables pour cacher les pertes. Mais ça ne peut pas durer indéfiniment. À un moment, ces mauvaises dettes devront être reconnues. Soit par des faillites, soit par un sauvetage massif du gouvernement, et dans les deux cas, ça aura un coût économique énorme. Troisième mystère, la bulle immobilière qui n'explose pas. Le secteur immobilier chinois est en crise depuis 2021. Les plus grands promoteurs immobiliers sont en faillite. Evergrande, Country Garden, des géants avec des centaines de milliards de dettes. Des millions d'appartements achetés sur plan ne sont jamais livrés. Les acheteurs ont payé, ils remboursent leurs prêts. Mais leurs appartements ne sont pas construits, ou sont à moitié construits. Les chantiers sont abandonnés, les prix de l'immobilier baissent. Dans certaines villes, de 20% à 30%. Les ventes s'effondrent, la construction s'arrête. Des milliers d'entreprises du secteur font faillite. Dans un pays normal, ça provoquerait une crise économique majeure, une récession, des faillites bancaires, un effondrement de la consommation, comme en Espagne en 2008, comme en Irlande en 2009. Mais en Chine, l'économie ralentit mais ne s'effondre pas. Pourquoi ? Parce que le gouvernement intervient massivement. Il force les banques à continuer à prêter. Il rachète des projets immobiliers inachevés. Il injecte des liquidités dans le système. Mais surtout, il contrôle l'information. Les médias chinois ne parlent pas trop de la crise immobilière. Les manifestations d'acheteurs lésés sont réprimées. Les statistiques officielles minimisent l'ampleur du problème. Donc la crise existe. Mais elle est gérée politiquement, étouffée, ralentie. Le gouvernement espère que la croissance économique finira par absorber les pertes, que le temps arrangera les choses. Mais ça crée une énorme incertitude. Les ménages chinois ont 70% de leur richesse dans l'immobilier. Si les prix continuent à baisser, ils vont se sentir plus pauvres. Ils vont encore moins consommer, ce qui va ralentir l'économie, ce qui va faire baisser encore plus les prix immobiliers. C'est une spirale. Quatrième mystère, le contrôle politique de l'économie. En Chine, l'économie n'est pas indépendante de la politique. Le Parti communiste contrôle tout. Il décide qui peut faire des affaires, qui obtient des licences, qui reçoit des prêts bancaires, qui peut s'introduire en bourse. Ce contrôle a des avantages. Le gouvernement peut mobiliser des ressources rapidement, construire une ville en 5 ans, lancer un programme d'innovation, protéger des secteurs stratégiques. Mais il a aussi des inconvénients majeurs. Cinquième mystère, la transition énergétique forcée. La Chine est le plus grand pollueur du monde. Elle produit 30% des émissions mondiales de CO2, plus que les États-Unis et l'Europe réunis. Mais elle est aussi le leader mondial des énergies renouvelables. Elle produit 80% des panneaux solaires du monde, 70% des batteries électriques, 60% des voitures électriques. Comment est-ce possible ? Grâce à des subventions massives. Le gouvernement chinois a décidé que les technologies vertes seraient une priorité stratégique. Donc il a injecté des centaines de milliards de dollars, en subventions directes, en prêts à taux zéro, en terrain gratuit, en commandes publiques garanties. Résultat, les entreprises chinoises de solaire et de batteries dominent le marché mondial. Elles vendent à des prix que personne ne peut concurrencer, parce qu'elles sont subventionnées. Mais est-ce que ces entreprises sont rentables ? Beaucoup ne le sont pas. Elles survivent grâce aux subventions. Si le gouvernement arrêtait de les soutenir, elles feraient faillite. C'est le même modèle que l'acier chinois dans les années 2000, ou le photovoltaïque dans les années 2010. Surproduction massive, surcapacité, dumping sur les marchés mondiaux. Et au final, des faillites en cascade quand les subventions se tarissent. Maintenant qu'on a vu les mystères, posons-nous la question. Quelles sont les conséquences pour le monde ? Et pour vous ? Première conséquence. La Chine pourrait ralentir brutalement. Si la bulle immobilière explose vraiment, si les dettes deviennent impossibles à rouler, si la confiance s'effondre. La croissance chinoise pourrait passer de 5% à 2% ou même 0%. Peut être même une récession. Qu'est-ce que ça changerait pour le monde ? Énormément. La Chine représente 10 à 8% de l'économie mondiale. Elle est le premier partenaire commercial de presque tous les pays. Si elle ralentit, le commerce mondial ralentit. Les prix des matières premières s'effondrent.
L'Australie qui vend du minerai de fer à la Chine entre en récession. Le Brésil aussi. L'Afrique aussi. 90% des semi-conducteurs avancés sont fabriqués à Taïwan. Si cette production s'arrête à cause d'une guerre, toute l'industrie technologique mondiale s'effondre. Troisième conséquence, les inégalités en Chine explosent. Le modèle économique chinois a sorti 800 millions de personnes de la pauvreté. C'est un succès historique incroyable. Mais maintenant, les inégalités sont parmi les plus fortes du monde. Les villes côtières sont riches. Shanghai, Pékin, Shenzhen. Elles ressemblent à des métropoles du monde développé. Mais l'intérieur du pays, les zones rurales, elles restent pauvres, très pauvres. Et dans les villes elles-mêmes, les écarts se creusent. Une petite élite possède des appartements multiples, des voitures de luxe, envoie ses enfants dans les meilleures universités, pendant qu'une classe moyenne endettée galère pour joindre les deux bouts. Ces inégalités créent des tensions, des frustrations. Le Parti communiste le sait. C'est pour ça qu'il a lancé en 2021 la campagne de la prospérité commune. L'idée, réduire les inégalités, taxer les riches, réguler les grandes entreprises. Mais c'est fait de façon autoritaire, en ciblant arbitrairement certains secteurs, certains entrepreneurs, sans règles claires. Ça crée encore plus d'incertitudes économiques. Quatrième conséquence, la démographie catastrophique. La Chine vieillit très vite, trop vite. En 2023, pour la première fois depuis 60 ans, la population chinoise a diminué. Les projections montrent que la population chinoise pourrait perdre 200 à 300 millions d'habitants d'ici 2100. Et surtout, elle va vieillir massivement. Aujourd'hui, il y a environ 5 travailleurs pour un retraité en Chine. Dans 20 ans, il y aura 2 travailleurs pour un retraité. Qui va payer les retraites? Qui va s'occuper des personnes âgées? Le système de protection sociale chinois n'est pas prêt. Et économiquement, une population vieillissante consomme moins, innove moins, croît moins. Le Japon en est l'exemple. Depuis 30 ans, le Japon stagne économiquement en grande partie à cause du vieillissement. La Chine va suivre la même trajectoire, mais avec un niveau de développement beaucoup plus faible. On dit que le Japon est devenu riche avant de devenir vieux. La Chine risque de devenir vieille avant de devenir riche. Cinquième conséquence, la perte de confiance des investisseurs étrangers. Pendant 30 ans, les investisseurs étrangers ont afflué en Chine, attirés par la croissance, par les profits, par l'énorme marché de consommateurs. Mais maintenant, ils repartent. Les investissements directs étrangers en Chine ont chuté de 80% entre 2022 et 2024. Pourquoi? Parce que le contrôle politique s'est renforcé. Parce que les règles changent arbitrairement. Parce que les relations avec l'Occident se détériorent. Parce que les risques géopolitiques augmentent. Les entreprises multinationales relocalisent leur production, hors de Chine, vers le Vietnam, le Mexique, l'Inde. On appelle ça le de-risking, réduire la dépendance à la Chine. Pour la Chine, c'est un problème majeur. Elle a besoin des capitaux étrangers, des technologies étrangères, des marchés étrangers. Si elle se referme, si elle s'isole, sa croissance va en pâtir. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Première leçon. La Chine n'est pas le géant invincible qu'elle prétend être. Derrière les statistiques officielles, derrière la façade de modernité, il y a des fragilités profondes. Des dettes massives, des bulles qui menacent d'exploser, une démographie catastrophique, un contrôle politique qui étouffe l'innovation. Ça ne veut pas dire que la Chine va s'effondrer demain. Le Parti communiste a montré une capacité remarquable à gérer les crises, à maintenir la stabilité, à adapter le système quand c'est nécessaire. Mais les défis sont immenses, et de plus en plus difficiles à surmonter. Deuxième leçon. Le modèle chinois a des limites. Pendant 40 ans, la croissance par l'investissement a fonctionné. Mais ce modèle est épuisé. Vous ne pouvez pas continuer à construire indéfiniment des infrastructures qui ne génèrent pas de valeur. La transition vers une économie de consommation est nécessaire. Mais elle est très difficile. Elle nécessite des réformes profondes. Plus de protection sociale, plus de redistribution, plus de libertés individuelles pour que les gens se sentent en confiance. Or, le Parti communiste hésite à lâcher le contrôle. Il veut la prospérité économique, mais aussi le contrôle politique absolu. Ces deux objectifs sont de plus en plus difficiles à concilier. Troisième leçon. La Chine impacte votre vie, que vous le vouliez ou non. Si l'économie chinoise va mal, ça affecte le commerce mondial, les prix que vous payez, les emplois dans votre pays, la stabilité géopolitique. Et les choix que fait le gouvernement chinois aujourd'hui détermineront si la Chine réalise son potentiel ou s'enfonce dans les difficultés. Alors voilà ma question finale. Maintenant que vous connaissez les mystères cachés de l'économie chinoise, comment voyez-vous l'avenir? La Chine va-t-elle surmonter ses problèmes et continuer son ascension? Ou va-t-elle faire face à une crise qui révélera la fragilité de ses piliers? Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous à La Monnaie Souveraine. Chaque semaine, nous décryptons les grandes puissances économiques mondiales. Et dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus surpris. Les statistiques manipulées? La bulle immobilière qui n'explose pas? Ou le contrôle politique total de l'économie? Plus on comprend les véritables mécanismes des grandes puissances,
moins on se fait avoir par les discours officiels, et qu'on peut mieux anticiper les crises qui viennent.